Is every roof like this? This place is a f***ing joke. Let's get out of here before we get... C'est ainsi que Gordon Ramsay, chef cuisinier de renom, a été arrêté par un gang de chasseurs de requins pour avoir tenté de dénoncer l'industrie illégale de l'enlèvement des ailerons de plusieurs milliards de dollars. D'autres célébrités de notre liste ont subi les pires traitements que l'on puisse imaginer. De la rencontre à Jackie Chan avec la mafia à l'enlèvement de Steven Seagal, voici 10 fois où les célébrités se sont brouillées avec les mauvais gangs. Numéro 10. 50 Cent. Who has more cred than you living after being shot 9 times? I forget, why did the guy shoot you 9 times? Was it drugs or something? It was paid to do it. 24 mai 2000. Curtis Jackson est devenu célèbre sous le nom de scène de 50 Cent après avoir vécu un événement qui a changé sa vie dans le quartier de sa grand-mère. Curtis se trouvait devant la maison de sa grand-mère à South Jamaica, dans le Queens à New York, lorsqu'une fusillade s'est produite. La grand-mère de Curtis était penchée dans le jardin en train de planter des fleurs, tandis qu'il se dirigeait vers sa voiture pour y prendre quelque chose. Cependant, une voiture s'est arrêtée devant lui et un homme est sorti du siège passager et a tiré sur 50 Cent à 9 reprises. L'attaque a laissé 50 Cent avec des blessures par balle à la main, au bras, à la hanche, aux jambes, à la poitrine et même au visage. Il était dans un état critique et a dû subir plusieurs opérations chirurgicales pour sauver sa vie. L'incident a fait la une des journaux et de nombreuses personnes ont été surprises qu'un artiste à succès comme 50 Cent soit devenu la cible d'une telle violence. Les raisons de la fusillade n'étaient pas claires, ce qui a donné lieu à diverses spéculations. Certains pensent qu'elle est liée à son implication dans le trafic de drogue, tandis que d'autres pensent qu'il s'agit d'une dispute personnelle. Au fil du temps, la vérité a commencé à émerger. Il a été révélé que 50 Cent était devenu une cible à cause d'une chanson qu'il avait écrite. Dans cette chanson, 50 Cent s'en prenait à un caïd impitoyable, Kenneth Supreme McGriff. Si vous ne savez pas de qui il s'agit, sachez que McGriff était associé au célèbre gang Supreme Team, responsable d'un réseau important de drogue et de multiples meurtres à New York. Si 50 Cent n'a pas riposté personnellement à l'attaque, il a révélé des années plus tard que l'homme qui avait appuyé sur la gâchette était Daryl Homobaum, l'un des amis proches de Mike Tyson. 3 semaines après l'incident de 50 Cent, Homo a été abattu lors d'une attaque de gang. Numéro 9. Jackie Chan. S'il y a bien une chose que l'on sait sur le légendaire acteur chinois Jackie Chan, c'est qu'il combat beaucoup de méchants dans les films. Mais qui aurait cru que Jackie Chan avait aussi combattu des méchants dans la vraie vie? Et il ne s'agissait pas de n'importe quel méchant, mais de membres d'une organisation criminelle chinoise, la Triade. La Triade n'est peut-être pas aussi puissante que des yakuza japonais, mais croyez-moi, elle est dangereuse et extrêmement impitoyable dans ses opérations. Elle est originaire de Hong Kong et est impliquée dans tous les crimes possibles et imaginables. Trafic de drogue, trafic d'êtres humains, et j'en passe. Cependant, c'est lorsqu'ils ont infiltré l'industrie cinématographique chinoise qu'ils ont rencontré pour la première fois Jackie Chan. Contrairement aux yakuza et aux groupes mafieux qui soutiennent l'histoire cinématographique de leur pays d'origine, les triades ont fait le contraire. Ils exigeaient des producteurs et des sociétés de production des sommes d'argent exorbitantes lorsqu'ils étaient sur le plateau de tournage. Dans les situations difficiles, ils détruisaient un plateau entier si leurs exigences n'étaient pas satisfaites. Ces événements se sont déroulés dans les années 1970, alors que Jackie Chan n'était qu'une star émergente en Chine. Il l'a joué dans quelques superproductions comme First of Fury et Snake in the Eagle's Shadow, ce qui l'a rendu célèbre à Hong Kong. À ce stade, presque tout le monde voulait que Jackie Chan joue dans son film, y compris 2 des plus grands producteurs chinois de l'époque, Lo Wei et Willie Chan. Jackie a joué dans des films produits par les 2 hommes, mais au début des années 1980, il a quitté le studio de production de Lo Wei pour suivre Willie Chan. Cela a tellement irrité Lo Wei qu'il a envoyé des membres de la triade pour attaquer Jackie. Au début, Jackie Chan a essayé de dénoncer dans la presse le comportement hostile de la triade envers les acteurs de l'industrie cinématographique, mais le petit Jackie n'avait aucune idée que la triade contrôlait également la presse. Voyant qu'il menait un combat perdu d'avance, il a quitté la Chine pour Hollywood où il a fini par se faire un nom. Mais la triade ne l'a pas laissé partir si facilement. Lorsque Jackie Chan est revenu en Chine pour la production d'un film, la triade lui a tendu une embuscade avant même qu'il ne descende de l'avion. Heureusement, il n'a pas été blessé, mais leurs attaques n'ont pas cessé pour autant. Ils ont continué à envoyer des menaces à Jackie Chan et à orchestrer de petites attaques contre lui jusqu'à ce qu'il décide de riposter. Jackie Chan a commencé à porter des armes et des grenades sur lui à chaque fois qu'il se trouvait à Hong Kong. Il était prêt à faire face à n'importe quelle attaque. Une fois, alors qu'il dînait, 20 membres de la triade lui ont tendu une embuscade. Mais il avait 3 armes sur lui ce jour-là et une bagarre a éclaté. Nous ne savons pas ce qui s'est passé ensuite, mais nous nous plaisons à imaginer que plusieurs membres de la triade ont été admis dans un hôpital de Hong Kong plus tard dans la journée. Depuis lors, les triades ont réussi à ruiner la scène cinématographique de Hong Kong en l'orientant vers un contenu pour adultes. Jackie Chan est devenu l'un des plus grands acteurs d'Hollywood. Numéro 8. Jimi Hendrix.
En 1969, le guitariste américain Jimi Hendrix a été victime de l'un des enlèvements les plus fous de tous les temps. Un certain John Roberts distribuait de la cocaïne pour le compte du cartel de Medellín aux États-Unis et entretenait également des relations avec un groupe mafieux. Lors d'une nuit fatidique, un groupe de célébrités s'est rassemblé dans un club où Hendrix devait se produire. Après le concert, Roberts et ses associés ont truffé presque toutes les boissons de Quaaludes, laissant une poignée de personnes dans les nuages et Jimi Hendrix n'a pas été en reste. Il a même voulu aller plus loin en cherchant de la méthamphétamine à injecter dans son organisme. Sa quête de ces drogues l'a conduit à rencontrer deux trafiquants de bas étage qui ont saisi l'occasion pour le kidnapper. Hendrix était tellement défoncé à ce moment-là qu'il ne saisissait même pas ce qui se passait autour de lui. Les deux garçons l'ont attiré hors du club et loin dans leur appartement, sous prétexte qu'ils avaient de la cocaïne à partager avec lui. Mais c'est là que les deux garçons se sont vraiment trompés. Au lieu de demander de l'argent, ils ont exigé le contrat de Jimi Hendrix à son manager Michael Jeffrey pour obtenir sa libération. Voyez-vous, c'est plutôt stupide, pas vrai? Lorsque tout le monde a remarqué la disparition de Jimi, l'affaire a été portée à la connaissance du propriétaire du club, John Roberts. Comme Roberts avait de solides relations dans le monde des stupéfiants, il a pu trouver les coupables et faire libérer Jimi. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Jimi Hendrix a passé tout le week-end avec ces types et n'avait même pas la moindre idée de l'endroit où il se trouvait. Les garçons n'arrêtaient pas de lui trouver des piqûres d'héroïne pour qu'il se les injecte lui-même, ce qui lui a permis de conserver cet état piteux de grandeur pendant toute la durée de sa vie. Mais après la libération de Hendrix, les garçons ont été battus à plat de couture. Certains disent que Roberts a orchestré le kidnapping, tandis que d'autres disent que c'est son manager, Michael Jeffrey, qui a voulu jouer les bons samaritains. Mais quelle que soit la vérité, je trouve incroyable que Hendrix n'ait aucune idée de ce qui se passait ce week-end-là, ou du moins pendant que cela se passait. Pour mettre en contexte à quel point c'était fou, les médias du grand public n'en avaient aucune idée jusqu'en 2011 lorsque Roberts en a parlé. Cela a fait de cette expérience l'un des épisodes les plus intrigants de la vie du chanteur et probablement l'un des enlèvements les plus divertissants de l'histoire des enlèvements célèbres. Numéro 7. Gordon Ramsay. Si vous avez déjà regardé des émissions de télévision comme Hell's Kitchen ou Kitchen Nightmares, vous connaissez sans doute le célèbre chef Gordon Ramsay. Réputé pour sa langue acérée et ses normes culinaires élevées, Ramsay a acquis une réputation qui force le respect. Cependant, il semble que tout le monde ne connaisse pas bien la légende de Gordon Ramsay. C'est le cas d'un groupe de contrebandiers taïwanais d'ailerons de requin qui a affronté l'animateur de télévision lors du tournage d'un documentaire au Costa Rica. Gordon Ramsay s'était rendu en Amérique centrale pour filmer des séquences d'un documentaire consacré à la pratique controversée et néfaste de l'enlèvement des ailerons de requin. Si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien, il s'agit de la pratique la plus cruelle qui consiste à couper des ailerons d'un requin vivant et à rejeter l'animal dans l'océan pour qu'il meure d'une mort lente et douloureuse. Et la raison pour laquelle quelqu'un ferait cela est que les ailerons de requin sont très demandés en Asie. Les soupes d'ailerons de requin coûtent plus de $100 par assiette. Mais bizarrement, Ramsay s'est retrouvé coincé entre le tournage de son documentaire et la fuite pour sauver sa vie. L'enlèvement des ailerons de requin était illégal. Ces gangs font sécher des milliers et des milliers d'ailerons de requin sur les toits de plusieurs bâtiments afin d'échapper à la vigilance du gouvernement. Ramsay a réussi à grimper au sommet d'un immeuble pour filmer l'opération. Cependant, lorsqu'il est descendu de l'immeuble, un groupe de membres du gang lui a versé de l'essence sur le corps depuis un autre toit. Smells like petrol. Toujours déterminé à en savoir plus sur cette opération illégale, Ramsay et son équipe de tournage ont fait une deuxième tentative, mais cette fois, ils ont été tenus en joue par des hommes armés. Heureusement pour lui, les forces de l'ordre locales sont arrivées après que des voisins inquiets aient passé l'appel. Elles ont alors demandé à Ramsay et à son équipe de quitter le pays immédiatement. On ne peut qu'imaginer les horreurs qu'il lui aurait fait subir si les policiers n'étaient pas arrivés à temps. Numéro 6. Al Sharpton. Al Sharpton, éminent militant américain des droits civiques et de la justice sociale, s'est un jour aventuré dans les hautes sphères du crime organisé. Il a surpris beaucoup de monde en devenant un informateur du FBI malgré sa carrière politique respectée et sa candidature à l'investiture démocrate pour les élections présidentielles de 2004. C'est probablement beaucoup d'informations à assimiler, mais croyez-moi, tout va s'expliquer dans une minute. La première question est donc la suivante. Comment un ex-candidat à la présidence devient-il informateur? Tout a commencé dans les années 80, avant qu'Al Sharpton ne se hisse au sommet de la politique. À l'époque, il fréquentait quelques gangs de rue et les principales familles criminelles de New York, dont l'impitoyable famille Genovese. Lors d'une de ses escapades criminelles, il a tenté d'extorquer des fonds aux Jackson pendant leur tournée Pride Patrol, mais n'y est pas parvenu. Après cette opération, il a reçu un appel d'un mystérieux homme appelé Sal qui a menacé de le tuer. Cela s'ajoute au fait qu'Al Sharpton faisait déjà l'objet d'une enquête pour ses liens avec les Gambino et la famille Genovese. Mais c'est à ce moment-là que tout le monde a compris qu'Al Sharpton avait toujours eu une longueur d'avance. Il s'est précipité vers le FBI et a conclu un accord avec eux en échange de sa liberté. Le FBI a alors lancé une opération d'enquête appelée CI7,
pour Confidential Informant No. 7, informateur confidentiel numéro 7. Dans le cadre de cette opération, Sharpton a aidé à démanteler plusieurs membres de la famille criminelle Genovese, qui était à l'époque l'un des cercles mafieux les plus importants et les plus dangereux d'Amérique. Il s'est également lié d'amitié avec plusieurs membres haut placés de la mafia et a enregistré leurs conversations à l'aide d'une mallette munie de micro. Mais si vous vous demandez si c'était un succès, eh bien, c'en était un. Grâce aux informations qu'il a fournies, le FBI a pu démanteler 2 clubs sociaux de la famille Genovese, dont le quartier général de Gigante à Greenwich Village, 3 voitures utilisées par des dirigeants de la famille du crime et plus d'une douzaine de lignes téléphoniques. Mais le hic dans cette histoire, c'est qu'Al Sharpton n'a jamais admis ouvertement son implication avec le FBI, pas plus qu'il ne l'a nié. Le mystère reste entier sur ce qu'il a révélé au FBI et sur la manière dont il a fini par gravir les échelons de la politique. Numéro 5. Les Rolling Stones. Il y a 2 versions de cette histoire. L'une concerne le meurtre d'un fan des Rolling Stones par le gang de motards des Hells Angels, tandis que l'autre tourne autour de la tentative du gang de tuer un membre du groupe, Mick Jagger. Le 6 décembre 1969, le groupe de rock The Rolling Stones donne un concert à l'Altamont Speedway en Californie du Nord, où il engage des Hells Angels comme agents de sécurité pour $500 et une caisse de bière. Pour la petite histoire, les Hells Angels sont largement reconnus comme un club international de motards hors la loi, mais en réalité, il s'agit de l'un des pires syndicats du crime qui soit. En ce jour fatidique, les Hells Angels avaient accepté d'empêcher les membres du public de monter sur la scène. Au fur et à mesure que les Hells Angels buvaient leur bière et s'enivraient, la foule devenait agitée et imprévisible, vous savez, dans le style typique d'un concert. La situation s'est aggravée lorsque les Rolling Stones sont enfin montés sur scène pour jouer. Tout le monde était en ébullition, avec de nombreuses bagarres entre les membres du gang et la foule. Puis, sorti de nulle part, un adolescent nommé Meredith Hunter a sauté sur la scène et a grimpé sur les haut-parleurs. 2 membres du gang le jettent immédiatement dans la foule. Cependant, Hunter est remonté sur scène, mais cette fois avec une arme à la main. Hunter était sous l'influence de drogue, ce qui a altéré sa pensée rationnelle. Il a levé l'arme en l'air et a tiré un seul coup de feu. À ce moment-là, un Hells Angels nommé Alan Passaro a rapidement sorti son couteau, désarmé Hunter et a maîtrisé l'adolescent en le poignardant. Tragiquement, cet incident a entraîné la mort de Hunter, tandis que Passaro a été arrêté et accusé de meurtre. Heureusement, il a été acquitté sur la base de la légitime défense, mais ce n'était qu'une partie de l'histoire. Après l'incident, l'un des membres des Rolling Stones, Mick Jagger, a condamné les actes du gang des Hells Angels et a fait part de son intention de se dissocier du groupe. De ce fait, le groupe a été pointé du doigt comme étant un groupe d'individus extrêmement violents. Ils ont donc décidé de jouer le jeu et de tuer Jagger. Ils chargent un tas de munitions et partent en bateau vers sa maison à Long Island. Cependant, avant d'arriver à destination, une énorme tempête a fait chavirer leur bateau et ils ont survécu de justesse à la noyade dans la rivière menant à leur destination. Après cet incident, ils ont mis fin à leur projet d'assassiner Jagger, alors que Jagger lui-même n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Numéro 4. Steven Seagal. Dans les années 90, Steven Seagal était la star de films d'action préférée de presque tout le monde. Il a joué quelques super productions telles que Marqué pour la mort et Under Siege où il combat les méchants. Cependant, même si c'est le personnage de Seagal que nous avons pu voir sur nos écrans, il avait en fait des liens secrets avec la famille Gambino et il ne le savait même pas. Je m'explique. En 2000, Steven Seagal a été kidnappé par 2 membres de la famille criminelle italo-américaine, les Gambino. Seagal ont emmené dans leur voiture et ont planifié d'extorquer des centaines de milliers de dollars à Seagal. À en juger par le personnage de Seagal que l'on voit sur nos écrans et dans les médias, il aurait dû s'agir d'une situation facile à résoudre, n'est-ce pas? En réalité, ce n'était pas le cas. Seagal était la cible de la famille Gambino en raison de ses relations avec un certain Julius Nasso. Julius avait fait jouer Seagal dans une dizaine de ses films, ce qui avait fait d'eux de très bons amis. Cependant, pendant toute la durée de leur collaboration, Seagal n'avait aucune idée des liens de Julius avec cette famille criminelle. À un moment donné, Julius et Steven Seagal ont cessé de travailler ensemble après que Seagal soit devenu un nom connu à Hollywood. Julius Nasso est furieux de cette évolution car il pense avoir joué un rôle important dans l'ascension de Steven Seagal. En réponse à son sentiment de trahison, il a chargé 2 membres de la famille du crime, Anthony Ciccione et Primo Casarino, d'extorquer $150,000 à Steven Seagal pour chaque film auquel ils avaient collaboré. Ça aurait pu conduire Seagal à payer plus d'$1 million. Mais ils ont pu se contenter de $700,000, ce qui est tout de même une somme importante à débourser en peu de temps. Mais ce qui fait basculer cette histoire, c'est que Steven Seagal a été effrayé par l'embuscade tendue par les 2 membres de la mafia.
Selon une enquête menée par le FBI, les deux hommes ont ri de l'air effrayé de Seagal lorsqu'ils l'ont kidnappé, soulignant le fait qu'il était complètement à l'opposé de ce que l'on voit à la télévision. Cependant, on ne peut pas blâmer Steven Seagal, car la vie n'est pas un film. Quoi qu'il en soit, la vérité a fini par faire surface quelques années plus tard, révélant que Seagal avait emprunté environ 500 000 $ à Nassau pour couvrir ses impôts, mais qu'il avait refusé de rembourser le prêt. Ce refus a incité Nassau à envoyer la mafia à ses trousses. Néanmoins, Nassau lui-même a été accusé de conspiration d'extorsion et a été condamné à 1 an de prison pour les 700 000 $ qu'il avait collectés par l'intermédiaire de la famille Gambino. Seagal, quant à lui, s'est vu demander par un tribunal américain de régler cette dette de 500 000 $ qu'il avait contractée. Numéro 3. Sammy Davis Jr. Sammy Davis Jr. était l'un des artistes noirs les plus talentueux et les plus appréciés d'Hollywood dans les années 50. Cependant, tout a changé lorsqu'il a commencé à fréquenter une femme blanche nommée Kim Novak. Deux choses n'allaient pas dans cette relation. D'une part, il s'agissait d'un couple interracial à l'époque, et d'autre part, Novak était sous contrat avec Harry Cohn, un manager puissant et impitoyable lié à la mafia. L'histoire voudrait que Cohn ait mis plus de gens au cimetière que tous les autres mafieux d'Hollywood. Il dirigeait Columbia Pictures à l'époque, et Novak était l'une de ses plus grandes stars. Cependant, après s'être rencontrés lors d'une soirée en 1957, les deux hommes sont tombés amoureux et ont entamé une relation intime. Mais c'est probablement la pire erreur que Sammy Davis Jr. ait commise au cours de sa carrière. À l'époque, Davis gagnait 25 000 $ par semaine aux Sands de Las Vegas et il était sur le point de percer à la télévision en devenant l'un des premiers acteurs noirs à apparaître dans un rôle dramatique. 3 ans avant sa rencontre avec Novak, il avait perdu un œil dans un effroyable accident de voiture. Cependant, dès qu'il l'a rencontré, la connexion a été immédiate. Davis et Novak se sont donné beaucoup de mal pour échapper à la fois à la presse et aux espions de Cohn, en organisant généralement des dîners tranquilles et intimes. D'autres fois, Davis demandait à un ami de le conduire chez elle pendant qu'il se cachait sous un tapis sur la banquette arrière de sa voiture. Malgré tous leurs efforts, Cohn finit par découvrir leur relation sournoise après qu'un de ses espions lui a annoncé la nouvelle. Après tout, rien n'est jamais vraiment caché à Hollywood. Cohn était furieux, non seulement parce que Novak était au sommet de sa carrière, mais aussi parce qu'il l'aimait sincèrement de sorte que son sentiment à l'égard de ce qui se passait entre eux était mêlé avec un peu de jalousie. Cohn a donc fait appel à quelques-unes de ses relations et a demandé à des hommes de réduire Davis en bouillie. Non seulement ils l'ont battu, mais ils lui ont aussi arraché un œil avec un bâton. Quand j'ai dit que Cohn était un homme très mauvais, je le pensais vraiment. Après avoir battu Davis, Cohn lui a donné 24 heures pour épouser une fille de couleur, sans quoi il serait mort. Davis, désespéré, sort son carnet d'adresses et choisit au hasard une chanteuse noire nommée Lori White à épouser. Lori était une chanteuse séduisante de Houston qui avait déjà été mariée 2 fois à l'âge de 23 ans et qui avait une fille de 6 ans à l'époque. Ils ont accepté de se marier, à condition de divorcer à la fin d'année. Mais 6 mois plus tard, Davis lui verse 25 000 $ pour divorcer. Numéro 2. Edward James Olmos. Contrairement à d'autres célébrités qui ont des fans obsédés, Edward James Olmos est supposé être la cible d'un groupe dangereux appelé la mafia mexicaine. Pourquoi? Tout remonte à un film qu'il a tourné en 1992, American Me. Dans ce film, Olmos dépeignait la vie dure et difficile des gangs de prisonniers chicanos. Le film n'a pas reçu les meilleures critiques, mais ce n'est pas là que les problèmes ont commencé. Peu après la sortie du film, 2 personnes qui avaient participé à sa réalisation ont été tuées. Certains pensent que c'est à cause du film et qu'ils voulaient envoyer un avertissement à Olmos. La mafia mexicaine, également connue sous le nom de la EME, était mécontente de la façon dont elle était représentée dans le film. Un film brouille la frontière entre la réalité et la fiction, suggérant que l'un des membres fondateurs de la EME a été assassiné par son propre gang. Cela a mis le groupe très en colère. Pour se protéger, Olmos a tenté d'obtenir un permis de port d'armes dissimulé, mais cela lui a été refusé car les autorités ne pensaient pas qu'il était en danger immédiat. Cependant, Olmos et ses proches étaient d'un autre avis. Ils pensaient que sa vie était en danger. Certains lui ont même envoyé des menaces de mort alors qu'il travaillait sur un autre film intitulé Rosters. La rumeur veut qu'Olmos ait licencié des employés qui n'étaient pas contents, mais c'était dans le but d'obtenir des gardes armés pour le protéger sur le plateau de tournage. Jusqu'à présent, Olmos est sain et sauf, mais personne ne sait pour combien de temps. Il continue de vivre sa vie avec l'idée que ce gang peut l'éliminer n'importe où. Numéro 1. Les Beatles et les jumeaux Cray. Pour ceux qui ne connaissent pas les jumeaux Cray, Ronnie et Reggie Cray étaient des gangsters notoires qui contrôlaient le monde criminel londonien dans les années 1960. Ils sont souvent considérés comme les criminels britanniques les plus tristement célèbres depuis Jack l'Éventreur. Avant de sombrer dans la grande criminalité, les frères Cray étaient des boxeurs amateurs qui ont été renvoyés de l'armée en raison de leur comportement turbulent. Ronnie Cray se disait bisexuel et non gay, tandis que Reggie Cray était hétérosexuel. Ronnie était également atteint de schizophrénie paranoïaque, ce qui rend leur association d'autant plus intrigante.
Quel est donc le lien entre ces gangsters tristement célèbres et les Beatles? On pourrait croire qu'ils n'ont rien en commun, mais leurs chemins se sont croisés de manière subtile et moins subtile. À la fin des années 1950, les frères Kray étaient affiliés à un gangster de Liverpool nommé Jay Murray, qui a probablement croisé le chemin des Beatles et de leur manager alors qu'ils gagnaient en notoriété dans le nord de l'Angleterre. Lorsque les Beatles sont arrivés à Londres, ils sont devenus des visiteurs réguliers des casinos appartenant aux Kray. Les Beatles étaient une cible particulièrement tentante pour l'extorsion. Non seulement ils étaient le plus grand groupe musical du monde, mais ils avaient aussi des goûts d'adultes qui ne correspondaient pas tout à fait à leur image publique. Leur manager, Brian Epstein, était non seulement joueur, mais aussi ouvertement homosexuel, et il avait un penchant pour le commerce brutal. Cette combinaison les rendait vulnérables au chantage. C'est de cette information que les jumeaux Kray avaient besoin pour mettre la main sur le groupe. Ils veulent gérer un groupe de musique et choisissent les Beatles. Ronnie Kray rendit visite à Brian Epstein et lui exposa son plan. Epstein explique à Ron que la gestion d'un groupe comme les Beatles prend beaucoup de temps et nécessite des connaissances approfondies. Ronnie, ayant l'impression qu'Epstein le prend pour un idiot, attrape un homme au hasard qui se trouve dans la pièce et lui enfonce un clou de 15 cm dans la joue pour montrer à quel point il est sérieux. Epstein accepte et les jumeaux Kray dirigent le groupe pendant un certain temps, mais les choses ne se passent pas aussi bien qu'ils l'avaient envisagé. Plus tard, les Kray se rendent compte que gérer un groupe comme les Beatles représente trop de travail pour eux et se contentent d'extorquer d'énormes sommes d'argent à Epstein. Et ils ont ensuite essayé de prendre le contrôle d'un groupe moins médiatisé, les Kings. Personne ne connaît vraiment les détails de la façon dont les jumeaux Kray ont géré le groupe, mais on peut dire qu'il y a eu beaucoup d'affaires louches.